Alors maintenant, c'est à vous. Je prends les 3 premières questions. Oui, oui, c'est bien de revenir. Les étudiants. Les étudiants. Alors, Louis Lapéry, ensuite ce sera vous, et ensuite, attendez, je change un peu. Très bien. Vous 3. Qui commence? Qui allait? Le micro circule? Il y a un micro? Oui, ah bah oui. Quelle modernité. Monsieur Lapéry, vous pouvez vous lever. Ah ben voilà, vous l'avez. Voilà. Le micro marque, oui. Bonsoir, monsieur Haro. Oui, je me lève. Alors, ma question sera assez simple. À votre avis, les changements sociaux et démographiques aux États-Unis, alors je sous-entends par exemple la minoration des populations blanches d'origine européenne dans la population américaine, influent-ils ou vont-ils infléchir la politique étrangère des États-Unis? Alors, c'est déjà un sujet qui... Tu les prends les 3 ou tu reprends l'une après l'autre? Comme tu veux, c'est toi le patron. Hein. Alors, est-ce que le micro est arrivé, voilà, jusqu'à... Parce que ça te permet... Voilà, oui. Faites vite circuler le micro et ensuite il en faut un ici. Alors. Merci. Alors, allez-y. Bonsoir, j'aurais voulu savoir quel bilan vous faites de 3 ans de relation Trump-Macron. Trump-Macron, vous parlerez assez fort? Parce que le temps qu'il est parti, il fait le tour de l'amphithéâtre, j'ai vu par l'extérieur. Donc, à mon avis, vous n'aurez pas le micro tout de suite. Allez-y. Alors, ma question repose sur l'implication américaine en Libye. Je voulais savoir d'où vient cet abandon finalement des États-Unis sur la situation libyenne. Est-ce que ça vient de Benghazi, peut-être Alors, du coup, utilisez-le, ce sera enregistré comme ça. Voilà. Du coup, ma question repose sur l'implication américaine en Libye. D'où vient cet abandon? Est-ce que ça vient du traumatisme de Benghazi ou ça date déjà d'avant? Alors d'abord, la relation entre le président Trump et le président de la République. Comme vous le savez, le président de la République a été le premier président à inviter pour une visite d'État aux États-Unis en avril 2018 avec l'administration Trump. Et donc, pour préparer la visite d'État, j'avais invité des journalistes américains, pour vous décrire l'ambiance, j'avais invité des journalistes américains, et la première question qu'on m'a posée, de manière assez agressive, c'est « Mais pourquoi Macron veut-il avoir une bonne relation avec Trump ?» Alors, j'ai répondu « Parce que Trump est l'homme le plus puissant au monde. » Et l'autre m'a répondu « Ah, c'est typiquement français, tellement cynique. » Ça décrit l'ambiance. Hein. Je pense que vous ne pouvez pas surestimer l'hystérie, la guerre civile virtuelle qui déchire les Américains. En gros, l'establishment américain, les gens qu'on fréquente, qu'ils soient républicains ou démocrates, n'ont pas admis l'élection de Donald Trump. Ils en ont honte, ils sont horrifiés par son comportement. Et donc, en ce qui concerne l'impeachment, question que vous ne m'avez pas posée, pour beaucoup d'Américains, c'est une manière de remettre en cause l'élection de 2016. Ce n'est que la poursuite de l'offensive de l'establishment contre Donald Trump. Ce qui explique la passion de cette affaire. Ce n'est absolument pas lu à l'aune de l'Ukraine, du scandale. C'est lu comme, voilà, l'establishment veut encore nous voler notre élection. Et c'est ce que d'ailleurs l'argument qu'utilise Donald Trump. Donc nous avons cet homme, Donald Trump, l'homme le plus puissant au monde, et en plus, il n'y a plus d'administration américaine. C'est-à-dire que les bureaux sont vides, ceux qui sont arrivés dans les bureaux vont partir 6 mois plus tard. De toute façon, ils ne savent pas ce que Trump a décidé la veille, ils ne savent pas ce que Trump veut dire la veille, ils ne savent pas ce que Trump décidera le lendemain. Trump décide seul, absolument seul. Dans un pays qui était un pays très bureaucratique. Contrairement à ce qu'on pense, les États-Unis sont beaucoup plus bureaucratiques que la France en ce qui concerne les processus de décision politique. En France, 3 coups de téléphone, voilà, vous envoyez un bataillon. Chez eux, c'est beaucoup plus compliqué. Eh bien, parce que Trump, tout simplement, n'a aucune expérience du pouvoir. Il était à la tête d'une petite entreprise où il n'y avait même pas de conseil d'administration. Il arrivait le matin, il disait à chacun ce qu'il devait faire. Il est arrivé à l'âge de 71 ans et il ne voit pas l'utilité de la bureaucratie. Il décide, nul ne sait d'ailleurs sur quelle base, et nul ne sait vraiment d'ailleurs ce que veut dire sa décision. Mais il prend des décisions dans un cadre cohérent. Il est cohérent dans son approche, il a une vision cohérente, mais il prend ses décisions absolument seul.
Et très souvent, lorsqu'on m'appelait de Paris pour me dire « Gérard, qu'est-ce qu'il va se passer » ou « Est-ce que tu peux passer ce message aux Américains ?» ma réponse était de dire non, parce qu'en face de moi, le bureau est vide, ou en face de moi, il y a quelqu'un qui, de toute façon, n'a aucune influence dans le système. Et donc, je disais très souvent, beaucoup plus souvent, évidemment, que sous Obama, je disais il serait bon que le président de la République appelle Donald Trump. Et donc, c'est cela qui était essentiel pour nous, c'était le maintien d'une relation directe entre les deux hommes. Alors, ils ne sont d'accord sur rien, sur aucun sujet. Très souvent, ce sont des échanges virils, mais alors, on a une chance, c'est que le président de la République est un homme, parce qu'évidemment, Trump est misogyne, disons-le très clairement, est misogyne. Et donc, vis-à-vis, par exemple, de Angela Merkel ou de Theresa May, il avait évidemment une réaction typiquement de misogynie. Donc, la relation est une relation un peu entre les deux présidents, une relation de franchise. Chacun dit à l'autre, moi je l'ai de franchise. Mais c'est la seule manière de faire pour essayer de faire passer des messages, pour essayer de faire changer le président Trump d'avis lorsqu'on sent qu'il va prendre une décision que nous n'approuvons pas. Très souvent, j'appelais Paris en disant, parce que j'avais vu 2 tweets ou parce que j'avais quelqu'un à la Maison-Blanche m'avait téléphoné en chuchotant « Faites attention », parce qu'évidemment, l'appareil d'État, ce que certains appellent l'État profond, est évidemment totalement anti-trumpiste. L'appareil d'État, lui, est attaché à la politique telle qu'on la mène traditionnellement. Donc très souvent, j'avais cet appareil d'État qui m'appelait pour chuchoter en me disant « Faites attention, faites quelque chose », et donc faites intervenir Macron, et donc je faisais cela. Donc voilà, c'est une relation où le président de la République essaye de rester l'adulte dans la pièce pour parler américain. Je crois qu'il le réussit relativement bien. Il est parfaitement conscient des limites de ce qu'il peut faire. Il en est parfaitement conscient, mais c'était indispensable. Et c'est indispensable de toute façon à tout président américain, à tout président français, d'avoir de très bonnes relations avec le président américain. C'est ce qu'avait fait François Mitterrand avec Ronald Reagan dès l'élection des deux. D'ailleurs, ils avaient été élus l'un et l'autre en 81. Et donc, Mitterrand avait fait en sorte de devenir un copain de Ronald Reagan. Et quand même, entre Reagan et Mitterrand, il y avait là aussi une certaine distance. Si on comprend bien, c'est la diplomatie du gazouillis et du chuchotis. Oui, c'est le chuchotis et le gazouillis, c'est ça, exactement. C'est vraiment... Et parfois... Et donc... le problème, c'est que Donald Trump, dans une confrontation, se comporte comme un adolescent. C'est-à-dire, il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Et donc, quand, par exemple, après le 11 novembre 2018, dans l'avion de retour, il s'était déchaîné contre la France, parce qu'il s'était ennuyé. Et donc, il s'était déchaîné contre la France. Et donc, évidemment, le président de la République me réveille à 5 heures du matin en me disant « Qu'est-ce que je dois faire ?» Et je lui ai dit « Surtout rien. Il ne faut surtout rien faire. Parce que vous allez répondre, et lui répondra sur votre réponse. Et de toute façon, à la fin, vous perdrez. Et de toute façon, en plus, vous perdrez votre dignité. Laissez-le là. » Et d'ailleurs, j'avais appelé la Maison-Blanche où on m'avait dit « Ne vous inquiétez pas, il fait ça avec tout le monde. Il était de mauvaise humeur. » Tout ça parce que Fox News avait fondamentalement dit que les cérémonies de 2018 étaient un succès pour Macron et pas pour Trump, ce qui était totalement inacceptable. En ce qui concerne la Libye, non. En ce qui concerne la Libye, vous savez, si vous lisez mon livre, ce que je vous encourage, vous verrez que les États-Unis ont été entraînés de force dans l'opération libyenne par la France et le Royaume-Uni. Moi, jusqu'au Conseil de sécurité, jusqu'au dernier jour de la négociation de la résolution 1973, les États-Unis se taisaient. Or, au Conseil de sécurité, si les États-Unis se taisent, ça veut dire qu'ils n'aiment pas. Si c'est surtout les Français et les Anglais qui sont au premier. Donc, ils ne voulaient pas d'intervention en Libye. On oublie qu'Obama était en grande partie un réaliste. Je rappelle, j'ai reçu M. Jack Lang à New York, et qui naturellement était enthousiaste sur Obama, et je lui avais dit, vous savez qu'Obama parle moins des droits de l'homme que George W. Bush, ce qui avait évidemment indigné Jack Lang, mais j'avais raison. C'était quand même un réaliste, et donc il considérait que Kadhafi, pourquoi pas Kadhafi, donc c'est plutôt là. Et deuxièmement, c'est ce que j'essayais d'expliquer,
ce sont les États-Unis qui considèrent que la Libye, ce n'est pas un intérêt essentiel américain, qui n'ont pas d'intérêt à intervenir en Libye, que c'est une affaire européenne. Et après tout, honnêtement, après tout, ils n'ont pas tort quand même. Ils n'ont pas tort. Donc pour eux, franchement, c'est... Alors, cela étant, ils calculent quand même leurs intérêts essentiels. La Libye les intéresse dans un sens, c'est le terrorisme. Et en particulier à cause des affaires du Sahel. Et là, ils sont présents en termes de forces spéciales, ils sont présents en termes de soutien logistique à nos opérations au sud de la Libye, dans la mesure où la Libye est devenue une sorte de château d'eau du terrorisme aux dépens de nos opérations au Sahel. Mais ils ne sont pas en première ligne, ce n'est pas leur sujet. Non, Benghazi, on le ressort parce que c'est une manière d'attaquer les démocrates, mais non, ce n'est pas la raison essentielle. Et donc, c'était... Oui, alors au fond, lorsque Donald Trump a été élu, donc à 2 heures du matin, je fais ce tweet à 2 heures... Non, mais là, c'était la nuit électorale. Hein. Donc, je fais ce tweet... après Trump, après Brexit, un monde s'effondre. Ce n'était pas du tout une critique de Trump, hein. C'était tout simplement le monde de nos certitudes, le monde de notre ordre libéral. Brexit n'était pas un accident, il y avait une crise populiste profonde à travers les sociétés occidentales. D'ailleurs, les Américains ne m'ont jamais reproché cela, hein, ne m'ont jamais reproché ce tweet. Bon, j'avais tort, parce que le manque de chance, 2 heures du matin, vous faites un calcul rapide, ça fait 8 heures du matin à Paris, et donc toutes les radios l'ont repris, ce qui était relativement malheureux. Mais j'avais raison, il y avait là, en effet, une crise populiste profonde au sein de la société américaine. Trump n'est, à l'évidence, qu'un symptôme d'une crise. Et donc, dès l'élection de Trump, à l'ambassade, le travail a été de dire, mais pourquoi Trump? Et c'était différent. Nos amis américains, eux, étaient dans un tel état d'indignation qu'ils étaient plutôt dans la réaction affective, et je peux le comprendre. Hein, il y avait une sorte de... Moi, j'avais des Américains qui venaient s'excuser, disant « c'est pas les États-Unis », et c'était les démocrates comme les républicains de Washington. Donc c'était l'intérêt de se dire qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe que nous n'avons pas vu voir, que nous n'avons pas vu? Et donc là, il y a 2 explications. Hein. Donc, une explication qui est celle que je préfère, parce que vu mon âge, je sais qui est Karl Marx, c'est l'explication économique. Personnellement, je suis convaincu que c'est le résultat des 40 ans de néolibéralisme, et ensuite la crise de 2008. C'est quand même pas un hasard si crise de 29 et crise de 2008 conduisent à l'une et l'autre, dans des termes différents mais comparables d'une certaine manière, à une remise en cause de l'ordre libéral, de la démocratie libérale. Donc moi je pense économie, et je pourrais aligner les statistiques que vous trouverez dans mon livre. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, qui va dans la direction de votre question, vous voyez, on y vient quand même, j'ai une pensée quand même, hein, c'est cohérent. Deuxième explication, l'explication identitaire. Et c'est intéressant pour nous, c'était intéressant à Washington, parce que, évidemment, c'est le même débat en France. C'est évidemment le même débat en France. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que est-ce que c'est le néolibéralisme, ou est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'immigrants? Voilà, c'est la même chose aux États-Unis. Et donc là, l'identité, vous avez tous les chiffres que vous avez donnés. Depuis plusieurs années, la majorité des enfants qui naissent aux États-Unis ne sont plus caucasiens. Vous savez que cette curieuse catégorie, nous sommes caucasiens, vraiment, ma maman en serait surprise. En revanche, les latinos, par exemple, les latinos ne sont pas caucasiens. Donc voilà, en gros, les caucasiens, c'est les blancs, et les latinos n'accèdent pas à la catégorie des blancs. Et donc voilà, la majorité ne sont plus des caucasiens. Vous avez une crise de la classe moyenne inférieure, classe ouvrière blanche. Vous savez que l'espérance de vie des blancs américains diminue. La crise des opioïdes ravage la classe moyenne inférieure et la classe ouvrière américaine. Et ça se ressent de manière électorale. 65% des hommes blancs votent pour Trump. Vous voyez, donc il y a là
à l'évidence des populations qui ne reconnaissent plus leur pays à cause de l'immigration, à cause du mariage gay, etc. On voit donc voilà, les mêmes termes identitaires que l'on connaît en Europe, avec évidemment des circonstances nationales. Donc là, c'est le choix que vous faites. Hein. Est-ce que Trump, l'un ou l'autre? En tout état de cause, il y a au moins une fièvre identitaire aux États-Unis comme en Europe, et on peut mourir d'une fièvre même si ce n'est pas la maladie. Il y a une fièvre identitaire. Il y a des questions sur qu'est-ce que sont les États-Unis, et notamment avec la question de la religion. Très souvent, les analystes considèrent que la religion, aux États-Unis, c'est pittoresque et ça n'a pas d'importance. Or, les États-Unis, c'est quelque chose de fondamental par rapport aux Européens. Les États-Unis sont un pays profondément religieux. La population noire américaine est la population la plus religieuse au monde. Et donc, la question religieuse, et notamment les questions de société, restent centrales, et je dirais encore plus virulentes que chez nous. Et alors, de manière assez curieuse, et sur les questions de société, elles ne se posent pas de la même manière. C'est-à-dire la question de société centrale aux États-Unis, c'est l'avortement. Central. Cela étant, excusez-moi, je ne sais pas si vous savez, mais l'avortement est légal jusqu'à la 24e semaine aux États-Unis. 24e semaine. En tout cas, et puis ça a été imposé par la Cour suprême il y a 40 ans, à une époque où la majorité des Américains étaient contre l'avortement, et donc cela reste central. Le mariage gay est en train d'être accepté. Les États-Unis ont une vision communautaire, alors ici tout le monde hurle le communautaire, mais le communautaire facilite les choses aussi pour l'intégration. Et donc voilà, le communautaire, il y a la communauté gay qui est peu à peu en train d'être intégrée dans le patchwork américain. Et alors une question dont on ne parle jamais, c'est GPA et PMA. Je n'ai pas vu en 5 ans un article aux États-Unis sur ce sujet. C'est quand même étonnant. Hein. La GPA est légale dans 30 États sur 50. Hein. C'est un sujet de niveau étatique et pas de niveau fédéral. Et la PMA est à peu près légale partout. Ce n'est pas un sujet. Il n'y a pas, mais l'avortement reste un sujet central. Cela fait partie de ces sujets de société qui divisent le pays. Alors, y aura-t-il les conséquences politiques? Théoriquement, le Parti des Républicains est en train de disparaître. D'un point de vue, si le Parti républicain, c'est le parti des Blancs, le parti de l'homme blanc, pas des femmes, parce que les femmes votent démocrate, si c'est le parti de l'homme blanc, le Parti républicain risque de perdre toutes les élections. Et en réalité, il y a une population qui est potentiellement républicaine, c'est les Latinos. En réalité, les Latinos sont profondément conservateurs. D'abord, ils sont très religieux, mais très religieux, l'Église catholique a été très largement, j'allais dire balayée, a été très largement battue en brèche par les évangéliques. Les évangéliques ont fait des percées au sein des populations latinos, et les évangéliques sont très conservateurs, donc sur les enjeux de société, mais même sur les enjeux économiques. Les latinos ne demandent pas de l'aide sociale, les latinos demandent qu'on les laisse travailler 20 heures par jour et sans payer d'impôts. Voilà, eux, ils sont donc ils pourraient être potentiellement républicains. Ce qui les interdit finalement, ce qui les empêche d'être républicains, c'est quand même la question de l'immigration, parce qu'ils ont tous des cousins qui sont illégaux, parce que l'immigrant, il veut toujours fermer la porte derrière lui. Hein, et donc le latino est prêt à faire une restriction, à être restrictif en domaine de l'immigration, mais il y a quand même il y a le problème de la légalisation des illégaux. Il y a sans doute 11-12 millions d'illégaux. Il y a notamment les enfants, ce qu'on appelle les dreamers, je ne sais pas si vous voyez vraiment, des enfants qui ont passé toute leur vie aux États-Unis, qui arrivent à 17-18 ans, mais qui sont illégaux. Parce que, voilà, ils sont venus soit avec leurs parents quand ils avaient 6 mois, soit ils sont nés aux États-Unis, sans statut. Et donc, que faire de cela? Et les républicains restent sur une ligne intransigeante d'expulsion. Et ça, évidemment, pour les latinos, ce n'est pas possible. Donc, il y a sans doute chez les latinos, il peut y avoir une évolution vers les républicains, mais il faudra que les républicains, eux aussi, comprennent que la question de l'immigration, Sinon, non, de nouveau, identitaire ou économique, nous verrons ce qu'il en est. Du point de vue économique,
ce que dit Trump, l'économie va très bien, hein, elle va formidablement bien aux États-Unis, d'ailleurs en ne respectant aucun des dogmes des conservateurs. Le déficit budgétaire a explosé, il est à 5,5% du PNB, et cela en pleine période de croissance. Ça veut dire qu'à la moindre récession, ça passe à 10% du PNB. Hein. On est dans une situation assez paradoxale. Et les salaires des populations des revenus les plus bas commencent à augmenter. Et apparemment, en 2019, ont augmenté assez sensiblement. Donc vous en déduirez que Trump va être réélu, puisque l'économie va très bien. Je dirais que tout autre président républicain que Trump serait évidemment réélu, mais Trump introduit dans le débat une toute autre dimension, je l'ai dit, une dimension de passion, et ce qui fait que l'élection reste en réalité une élection ouverte. Trump peut être réélu, mais je le rappelle, Trump n'a été élu que par quelques milliers de voix. 10 000 voix dans le Wisconsin, 10 000 voix dans le Michigan, 35 000 voix dans Pennsylvanie. Ça veut dire que quelques milliers de voix dans l'autre sens, il est battu. Donc nous sommes sur le fil du rasoir. Et comme nos amis américains donc, ont une vision très scientifique des élections, donc font des sondages, donc en gros, ils vous diront, ceux qui vont décider les élections, ce sont les femmes qui ont une éducation supérieure, qui vivent en banlieue. Ce sont elles qui vont décider. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été décisives dans les élections à mi-mandat en 2018. Un certain nombre d'entre elles sont passées chez les démocrates parce qu'elles ne peuvent pas supporter Trump et elles ont donné une majorité assez large à la Chambre et donc en particulier dans certaines circonscriptions qui avaient été républicaines depuis des décennies. Donc la question qui va se poser pour elles en particulier, c'est justement d'un côté leur portefeuille, de l'autre leurs valeurs. Elles ne peuvent pas supporter Trump. Et d'ailleurs, Trump le sait, parce qu'avec Trump, vous avez tout, donc il suffit de l'écouter. Il leur a dit, je sais que vous ne m'aimez pas, mais pensez à vos intérêts. Et donc la question qui va être, une des questions qui va décider des élections, ce n'est pas la seule en réalité, naturellement, ce n'est pas la seule, ça va être effectivement tous ces républicains ou républicaines modérés qui, moi j'ai évidemment visité les États-Unis de long en large, j'ai souvent rencontré ces républicains qui, en gros, ont honte de Trump, qui disent c'est pas possible, c'est totalement insupportable. Et alors, le problème, évidemment, ça dépendra qui ils ont en face. Ça dépendra qui ils ont en face. Si c'est Elizabeth Warren, il y aura le réflexe, ils voteront républicain. Alors, lorsque vous dites ça à Elizabeth Warren, parce que là, vous avez une manière de dire à Elizabeth Warren, du coup, vous allez être battu, elle répond non. Elle répond parce que, comme vous le savez, il y a entre 60 et 65% des Américains votent, donc il y a des réserves d'abstentionnistes qui sont très importantes aux États-Unis. Vous avez vraiment entre 30 et 40% d'abstentionnistes à récupérer, et elle dit il y a beaucoup plus d'abstentionnistes parmi mes électeurs potentiels, c'est-à-dire, par exemple, les latinos, qui votent très peu, qui votent à 45%, les jeunes, qui naturellement ne votent pas beaucoup, et tous ces gens-là, dit-elle, je veux mobiliser mon camp. C'est le débat donc au sein du Parti démocrate, c'est un peu le débat que nous avons eu aussi, par exemple avec l'élection de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire il y a une pensée traditionnelle qui dit on gagne au centre, et c'est ce que veut faire Biden et ce que veut faire le Parti républicain, mais il y a aussi une autre pensée qui dit que dans des périodes de polarisation, on gagne en mobilisant totalement son propre camp. C'est ce qu'avait essayé de faire Nicolas Sarkozy, et c'est ce que voudraient faire, d'une certaine manière, Warren et Sanders. Donc là, il y a deux écoles. La plupart des Américains que vous fréquenterez vous diront « elle ne peut pas être élue, Warren ». Enfin, en même temps, ils vous disaient aussi que Trump ne pouvait pas être élu, donc... Alors, on va prendre je suis trop long. Deux autres questions. Je crois qu'il y a une... Je ne sais pas si c'est les républicaines modérées passées démocrates ou si elle était déjà démocrate avant. Mais je crois que Nicole va te poser une question, donc on lui passera le micro tout de suite. Et alors, quels sont les autres? Oui, monsieur, après. Il est loin, là. Il est loin. Il est loin. Et ensuite, qui d'autre? Je crois que vous avez voté... Vous avez levé la main, le premier monsieur en pull rouge, après. Alors...
Madame Niesotto. Ni démocrate ni républicaine. Non, moi je voudrais revenir sur la notion de rupture avec laquelle tu as commencé ta conférence. Parce que bon, la conférence a très bien montré comment Trump inaugurait une politique révisionniste de la part des États-Unis vis-à-vis de l'ordre mondial. Un peu comme Poutine est révisionniste sur l'ordre européen, mais Trump le fait au niveau global. Mais ce que je ne vois pas, c'est quelle pourrait être la rupture dans la relation transatlantique. Si on applique la notion de rupture à la relation transatlantique, qu'est-ce que ça donne comme scénario? C'est une bonne question, mais je pense qu'elle a déjà eu lieu, parce que par exemple, l'Ukraine, c'est une rupture. Moi, je ne connais pas beaucoup de crises depuis 1945, de l'importance de la crise ukrainienne, par exemple, ou de la crise syrienne, où les États-Unis ont délibérément refusé d'intervenir, alors que leurs alliés européens disaient « Oh, nos intérêts sont en jeu ». Moi, j'ai entendu, par exemple, le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, disant à Bolton, John Bolton, conseiller national de sécurité, lui disant, j'expliquais, Idlib, c'est une catastrophe, il risque d'avoir 2 millions de réfugiés en Turquie, et donc avec évidemment des migrations possibles vers l'Europe, des centaines de terroristes qui partiront dans la nature, etc., etc. La sécurité européenne est en jeu, et John Bolton l'a regardé, lui a dit, oui, c'est vrai, c'est tout. Et ça, je crois quand même que c'est déjà, vraiment, c'est déjà ce côté, comme je le dis, c'est le côté, les Américains ne se sentent pas en charge de l'ensemble de la sécurité européenne. Ils feront leur devoir, mais rien que leur devoir. Et ça, c'est quand même assez nouveau. La rupture, mais c'est un sujet qui m'a intéressé, c'est aussi, et pour les penseurs stratégiques écrivaient là-dessus. Je sais pas, on a écrit là-dessus, sur la rupture. C'est toi qui as écrit ou c'est... Avec Olivier Debouzy. Ah, parce que moi, c'était, par exemple, c'était la révolution iranienne, m'avait beaucoup frappé sur le thème... Peut-on prévoir, au fond, la révolution, ou la révolution française, peut-on prévoir une révolution? On ne la prévoit jamais, visiblement. Pourquoi? Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment nos pensées sont à ce point... Au fond, la pensée humaine, évidemment, se fonde sur les précédents. C'est les précédents, c'est comment ça s'est passé dans le passé qui vous conduit à imaginer l'avenir. Et donc, évidemment, c'est difficile d'imaginer les ruptures. Mais c'est central parce que nous sommes quand même sur un certain nombre de sujets aujourd'hui dans ce qui peut s'apporter. Alors on peut considérer que rupture c'est trop fort, c'est une question où nous sommes dans une période de rupture stratégique, par exemple sur les négociations stratégiques, les nouveaux armements stratégiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors monsieur. Ça fonctionne? Oui. Oui. La question que je voulais vous poser, c'était dans le cadre du partenariat renouvelé entre nations dont vous parliez durant la première heure, avec le rapport entre égaux et en même temps les questions plus globales d'environnement. Quel rôle pourrait jouer l'OSCE à l'avenir dans ce cadre-là? Oh là là, aucun. L'OSCE. Aucun. Là, vraiment, l'OSCE, le malheureux doit faire son... Le malheureux doit faire son mémoire sur l'OSCE, là, je suis désolé, là. Non, je suis désolé mais là, vraiment pas, non. Il n'y a rien, là, vraiment... C'est l'ancien monde, l'OSCE, vous savez, c'est toutes ces réalités de l'après-guerre froide, où on a essayé de transférer les équipes de guerre froide dans une nouvelle organisation. L'OSCE est un vrai sujet pour les Russes, parce que comme vous le savez, la Russie, là on retombe sur l'élargissement de l'OTAN, sur la Russie qui voudrait être favorable à une organisation pan-européenne de sécurité. Et voilà, ça a été ça, mais ça n'est jamais parvenu à l'être. Oui, cela dit, ça laisse il défend son élève, la question voilà, de quelle est l'architecture pertinente européenne de sécurité. Et est-ce que les États-Unis joueront contre ou est-ce qu'il faut les avoir dans la barque pour construire la nouvelle équation, quoi? Je pense que le problème de jour de la sécurité européenne et les États-Unis, c'est que ce n'est pas nous qui décidons, ça sera les Polonais, les Allemands et les autres qui voudront les Européens, qui voudront les Américains. Voilà. Sauf si Trump est réélu, parce que alors si Trump est réélu, quel sera le choc psychologique enfin à Berlin, ou j'en sais rien. Mais pour le moment,
ce sont nos alliés européens. Et je pense que si nous voulons faire avancer la défense européenne, il faut quand même en tenir compte. Ça ne sert à rien d'être sarcastique ou de dire « Ah, franchement, ces gens sont des ilotes ». Non, voilà, c'est comme ça. Il faut tenir compte de cette réalité. La deuxième réalité, c'est la Russie quand même. C'est la question que l'on peut se poser. Que veut la Russie? Vraiment, que veut la Russie? D'un côté, moi je suis Chamberlain jusqu'au bout, donc je suis prêt à capituler devant les Chinois et donc aussi devant les Russes. Capituler une fois, on prend l'habitude. Et donc, moi je suis prêt à considérer que la Russie a des préoccupations de sécurité légitimes. Je suis prêt à considérer que le drapeau de l'OTAN à Tallinn, c'est pas neutre d'un point de vue russe. Je suis prêt à considérer que faire rentrer dans l'OTAN l'Ukraine et la Géorgie, ce que les États-Unis voulaient, et notamment au sommet de Bucarest, cela pose des problèmes de sécurité pour la Russie. Cela étant, encore faut-il que l'on puisse imaginer un compromis avec la Russie qui soit un compromis acceptable. Est-ce que la Russie, est-ce que Poutine veut vraiment coopérer pour avoir un règlement acceptable, c'est-à-dire un règlement qui respecte les frontières, qui respecte d'une certaine manière l'équilibre européen tel qu'il existe depuis 1991. Parce que lorsque le président de la République récemment parle de parler aux Russes, mais il a déjà essayé de le faire dès son élection. Dès son élection, il a invité Poutine à Versailles, je vous rappelle, et depuis lors, il est allé 2 ou 3 fois en Russie. Depuis lors, la question est posée aux Russes sur le thème, en gros, que voulez-vous? Que voulez-vous qu'il soit disciple? Voilà. Parce que, honnêtement, je sais bien que c'est scandaleux de dire que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN, hein, parce qu'après tout, l'Ukraine a tout le droit, etc. Mais évidemment que les Européens sont prêts à accepter l'idée que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN ou la Géorgie n'entrera pas dans l'OTAN. On peut trouver des arrangements quand même. Mais on a l'impression que Poutine n'est pas intéressé simplement par ces arrangements. Donc la question est là. C'est la question d'un côté, donc la sécurité européenne. Tout le monde dira, parce que les Français ont un romantisme de la Russie, qui est en général un anti-germanisme à peine caché, il faut bien dire. Donc tout le monde dit il faut parler aux Russes, mais on ne fait que ça de parler aux Russes. Et le président de la République, le premier, n'a cessé de parler aux Russes. On attend encore que les Russes parlent. C'est plutôt ça la question maintenant. Que veulent les Russes pour la sécurité européenne? Alors, monsieur. Ambassadeur, pardonnez par avance une question qui se veut beaucoup plus modeste que les envolées que vous nous offrez et qui font que, bien entendu, on va acheter et lire avec gourmandise votre livre. Et l'offrir à votre famille. C'est promis. C'est une question sur l'OTAN et le regard que vous portez sur la nature intrinsèquement américaine de cette organisation. Comment analysez-vous, quel est votre regard sur l'attribution depuis la nouvelle organisation du commandement de transformation à un général français? Ben justement, parce que c'est une organisation américaine, on nous a offert un commandement qui n'a aucune substance. C'est clair. Mais les militaires français adorent les étoiles, donc il leur fallait un poste à 5 étoiles. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Commandement de transformation à Norfolk, où fondamentalement, ils jouent au golf. Ce n'est pas un commandement opérationnel. Voilà, c'est... alors là, c'est... je crois que Bruno a envie de rebondir pas sur le poste de... Non, mais je plaisante. Je plaisante. Non, mais je plaisante. C'est pas... Non, mais je plaisante pas, d'ailleurs. C'est trop tard. C'est trop tard. Non, peut-être quand même, une des interrogations sur ce poste a été le fait qu'il soit vidé de la problématique de l'entraînement, qui lui donnait, à un moment, peut-être plus de consistance. Non, honnêtement, la rentrée dans l'OTAN, vous savez, c'était quand même pas très compliqué. Il y a des commandements opérationnels, Deputy Secure, commandement Nord, puis les différents commandements dans les états-majors. Pourquoi est-ce que les Français n'ont pas demandé tout simplement la rotation par rapport aux Allemands et aux Britanniques? Mais nous, les Français, nous voulons toujours être devant la scène. Il y avait un commandement 5 étoiles. Vous imaginez un commandement 5 étoiles, donc ça permettait de placer un général 5 étoiles, et donc un autre devienne chef d'état-major. Mais ça, c'est autre chose. Donc non, c'est pas digne. Cette négociation, là, je suis désolé, il y avait d'une manière plus efficace d'accroître l'influence de la France dans la structure militaire qu'avoir ce commandement, qui est un commandement intéressant, c'est évident, travailler sur la doctrine, sur l'entraînement,
C'est vraiment... Non, c'est intéressant, il faut le dire. L'entraînement était plus concret, plus pratique. Bon, allez. On passe la parole à Bruno Tertrais et je regarde qui lève la main. Oh là là. Je ne sais pas, monsieur, vous l'aviez levé tout à l'heure. On passe la parole à Bruno Tertrais et ensuite monsieur qui... Et les étudiants, Dian. Mais ils vont... C'est parce qu'ils réfléchissent, ils ont un peu de timidité là. Alors, allez-y et on donnera la parole après aux étudiants. Alors. J'avais une question très courte qui était, lorsque Nicole Gasotto a posé la question de la rupture sur la sécurité européenne, je m'attendais à une réponse de ta part qui est la question de savoir. Donc je pose la question, est-ce que le scénario d'une décision de retrait d'un Donald Trump réélu de l'OTAN, j'ai bien une décision parce que je connais les problèmes juridiques et politiques qui peuvent être posés à Washington. Mais après tout, rien n'empêche à Donald Trump de dire du jour au lendemain « je me retire de l'OTAN ». Ce qui, en termes d'annonce, au moins d'annonce politique, constituait, à mon sens, une vraie rupture et un vrai choc. Est-ce que cela te semble concevable, très peu probable, possible, voire probable? Voilà. D'accord. Très bien. Oui, on prend monsieur. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Ma question, c'est tout à fait autre. Vous n'avez pas mentionné une des grandes ruptures qui a eu lieu, c'est la rupture du fait que les États-Unis sont devenus autonomes en énergie. Oui. Est-ce que ce n'est pas ça qui est au fond, à la base, le désistement des interventions mondiales? Alors, merci. On répond à Bruno, puis à vous. Pendant ce temps-là, les étudiants, et j'en vois une brochette là qui s'interroge, prépare ses questions. Ça tombera forcément sur l'un de vous. Donc, le problème, de nouveau, nous sommes dans les ruptures. Donc, on a un Donald Trump. Si Donald Trump est réélu, il sera totalement déchaîné. Totalement. Hein. Cela voudra dire que l'électorat américain lui a donné raison et lui a donné mandat. Dans cette guerre civile virtuelle américaine, il faut comprendre, vous avez Donald Trump qui est convaincu de se battre contre l'ensemble de l'establishment américain. Et c'est vrai. L'establishment américain veut sa peau. Lisez le New York Times, lisez le Washington Post. Ce ne sont plus des journaux, ce sont des journaux d'opinion. Ce ne sont plus des journaux d'information. Ils sont déchaînés contre Donald Trump. S'il gagne, s'il est élu, alors là, de nouveau, il prendra, nous ne savons pas quelles sont les décisions qu'il prendra, mais elles pourraient être extrêmement radicales. Sortie de l'OTAN, pourquoi? Mais alors là, on peut faire des listes de décisions. Moi, je suis convaincu de toute façon, et ça peut être avant les élections, hein, une guerre commerciale avec l'Union européenne, ça, pour moi, c'est quasiment assuré. Elle peut même commencer avant les élections. Mais sera-t-elle après? Je n'en sais rien. Et puis c'est important, hein, parce que politiquement, vous imaginez les conséquences politiques. Je ne suis pas sûr que les Européens soient unis. Hein. C'est donc conséquences sur nos intérêts économiques, mais aussi sur l'existence même de l'Union européenne. Hein. Moi, j'ai vu à quel point un certain nombre de pays européens se sont précipités discrètement par la porte de derrière de la Maison-Blanche pour dire qu'eux, ils ne sont pas comme les autres. Donc, voilà. Donc, peut-être, pour un retour, tout l'appareil, de nouveau, tout cet appareil d'État le retient, y compris les gens autour de lui, les plus proches. Voilà. Mais ça sera, s'il est réélu, ça sera space. Hein. Ça, c'est certain. En ce qui concerne l'énergie, votre question est intéressante parce que, justement, c'est un argument de Donald Trump. Hein. C'est un argument qui est utilisé sur le thème « Après tout, nous, le Moyen-Orient, c'est plus important pour nous, puisque de toute façon, maintenant, nous exportons des produits pétroliers, enfin du gaz. » Et je lisais un article hier qui est signé par ce qu'on pourrait appeler un néoconservateur qui commençait à s'inquiéter, qui disait « Mais non, il faut expliquer à Trump que de toute façon, le prix du pétrole est fixé par le marché et que si le Moyen-Orient est en flammes, eh bien, le prix du pétrole augmentera aussi pour les Américains. Et que donc, en réalité, la stabilité du marché, ça ne suffit pas d'être un exportateur, il faut avoir aussi un marché du pétrole stable et que donc la stabilité est importante et donc le Moyen-Orient reste important. Mais en tout cas, l'argument sur le thème les États-Unis n'ont plus besoin du pétrole moyen-oriental est un argument qu'on voit beaucoup et que Donald Trump lui-même a utilisé à plusieurs reprises. C'est exact.
Alors, laquelle ou lequel d'entre vous, finalement? Allez-y. Le micro, attendez le micro peut-être. Je regarde sur ce côté. La gender balance, c'est pas très... Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions par là? Monsieur, vous voulez poser une question? Non, non, il veut se venger. Il veut se venger, la gender. Vous êtes vraiment sûr? Allez-y, allez. Bonjour Monsieur l'ambassadeur et merci pour votre intervention. J'ai une question par rapport à une annonce récente de Donald Trump au sujet de la publication de son rapport sur la question palestinienne. Pensez-vous qu'il y ait quoi que ce soit à attendre de cette mesure? Alors, je vous rappelle ce qu'il en est, c'est qu'il a chargé son beau-fils, donc Jared Kushner, de préparer un plan pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Alors d'abord, sur le fond, j'espère, c'est pas une question que j'espère, mais je pense que vous avez tous vu à quel point le conflit israélo-palestinien est devenu un sujet marginal des relations internationales. Soyons clairs. Plus personne n'en parle. Hein. Deuxième élément, également, de voir que maintenant, l'alliance de fait entre Israël et les pays arabes du Golfe est une alliance qui est quasiment ostentatoire. L'État d'Israël vient officiellement d'autoriser les Israéliens à aller en Arabie saoudite. Cela étant, je ne vais pas dire un secret, mais j'étais il y a quelques semaines en Arabie saoudite et dans un dîner, j'ai rencontré des Israéliens qui en plus étaient des Israéliens cachers. Et on leur servait un repas kasher à Riyad. Donc il y a cette réalité, c'est-à-dire la réalité de l'ennemi de mon ennemi est mon ami, le problème géopolitique du fait d'ailleurs des Américains qui ont détruit l'Irak, le problème géopolitique du Moyen-Orient, c'est l'Iran, et les Israéliens et les Arabes du Golfe se retrouvent unis face à l'ennemi, et pour les Arabes du Golfe, c'est beaucoup plus important leur sécurité que la question palestinienne. Par ailleurs, c'est vrai que, j'écris beaucoup dans mon livre sur ce sujet, c'est vrai qu'il est difficile d'être optimiste pour un processus de paix, dans la mesure où si vous voulez créer un État palestinien contigu, il faudrait rapatrier à peu près entre 80 et 100 000 colons israéliens, et que personnellement, je ne vois pas un gouvernement israélien, quel qu'il soit, capable de le faire. Le rapatriement de 8 000 colons de Gaza en 2005 a provoqué la chute du gouvernement Sharon, et c'était Sharon, et il a fallu aller à des élections générales, c'était 8 000, là on parle de 80 000, et on parle de la terre de la Bible. On parle de la terre de la Bible. Il ne faut pas oublier qu'en Cisjordanie, nous avons l'alliance mortifère du nationalisme et de la religion. C'est-à-dire que les colons, d'une main, ont un Uzi, un fusil Uzi, et de l'autre, ils ont la Bible. Et donc, c'est aussi un élément extrêmement qui rend la situation explosive. Donc, Jared Kushner a élaboré un plan de paix. Il n'a pas voulu le révéler aux alliés, aux ministres, à mon ministre, à notre ministre, pardon, à notre ministre, ou à moi, ou à d'autres, mais très clairement, c'est un plan favorable à Israël. Le négociateur qui faisait le négociateur et l'ambassadeur des États-Unis en Israël étaient des proches du Likoud, des proches d'ailleurs des milieux colons, n'est-ce pas? L'ambassadeur des États-Unis en Israël a financé les colonies dans les territoires occupés et il a réussi à obtenir petit 1 une série de mesures absolument ahurissantes. La fermeture du consulat général américain à Jérusalem, qui s'occupait des Palestiniens et qui était autonome, comme le nôtre. Ce qui veut dire maintenant que les Palestiniens doivent aller à l'ambassade des États-Unis en Israël pour être traités. Ils ont également décidé que les colonies, qui étaient considérées comme... Alors, pour nous, elles sont illégales. Pour les Américains, elles n'étaient pas conformes au droit international. Eh bien, ça a été décidé récemment que ce n'était pas le cas, qu'elles étaient tout à fait légales. Et on accumule les mesures qui ont été prises aux dépens des Palestiniens. Donc vous avez des négociateurs. Vous savez, quand Netanyahou venait à New York, il était logé par la famille Kushner. Donc ça vous donne aussi une idée. Donc le plan de paix va être... Moi, je me rappelle j'ai essayé de soutirer de Kushner les informations, et je suis malin. Donc je lui avais dit, à un moment, oui, votre gros problème, c'était malin, votre gros problème, ça va être les implantations israéliennes. Vous voyez ce que je veux dire? Et il m'a regardé, il m'a dit, pourquoi?
Ah, j'ai dit, ah bon. Donc, parce que si les implantations ne sont pas... Donc, il y a eu des fuites, hein, vous devez voir, il y a eu des fuites parce qu'il commence à faire des présentations. Et donc, les fuites, apparemment, justement, c'est on ne ferme aucune implantation. Donc, on va garder les implantations, y compris celles qui sont à l'intérieur, profondément à l'intérieur de la Cisjordanie. Les Palestiniens, les Américains qui sont les médiateurs n'ont pas parlé aux Palestiniens depuis 2 ans. Les Palestiniens ont déjà dit non. Voilà, je crains que cette affaire soit avant tout une affaire pour aider Netanyahou dans les élections et que les Palestiniens sont piégés. Parce que les Palestiniens vont dire non et ça permettra aux Américains, aux Israéliens de dire, comme d'habitude, de dire, vous voyez bien, on n'a pas d'interlocuteur. Ça va être ça. En réalité, il va y avoir un plan de paix. Netanyahou va dire « Voilà, merci Donald Trump ». Donald Trump est très populaire en Israël, contrairement à Obama. Donc, vous voyez bien, Donald Trump et les États-Unis sont avec moi, Netanyahou, pour l'élection. C'est ça l'objectif de Trump et de Netanyahou. Et en plus, ça permettra une fois de plus aux Israéliens de dire « Nous n'avons pas d'interlocuteur. Les Palestiniens n'ont pas voulu discuter ». Donc voilà, moi c'est mon... Alors il pourrait y avoir une surprise extraordinaire, hein. Moi c'est mon analyse de la situation. Cela étant, du côté palestinien, c'est pathétique. Les Palestiniens sont pathétiques, hein. Ils sont divisés. Vous avez quand même un dirigeant octogénaire qui a perdu les élections en 2006 et qui depuis 2006 est au pouvoir, a gardé le pouvoir. Il n'y a plus d'existence politique. L'autorité palestinienne n'a plus d'existence politique, n'a plus de dynamique politique derrière elle. Elle est incapable de créer justement, elle aussi, une alternative. Donc vous avez des Israéliens de plus en plus victimes, il faut bien dire aussi, de ce Frankenstein qu'est la colonisation, qui rend difficile, voire impossible, un compromis territorial, et vous avez de l'autre côté des Palestiniens lâchés par les Arabes, totalement lâchés par les Arabes, mais qui eux-mêmes sont divisés et sont incapables de présenter un front unique et crédible. Alors, monsieur, je vous laisse la parole. Ensuite, ce sera la dernière question. Peut-être sur l'autisme, non? Oui, non. Bon, vous verrez. Alors, monsieur, merci pour votre ouvrage. Je l'achèterai bien volontiers. Mais il y a un autre ouvrage qui est aussi à acheter, c'est celui de Stiglitz, un prix Nobel de l'économie, qui était à Davos et qui a contesté totalement le discours de Trump. Vous achetez son bouquin, les 100 dernières pages, c'est la feuille de route pour, en effet, arrêter ce qui se passe aux États-Unis. En gros, il faut peser sur plusieurs leviers. Ma question, c'est les ruptures. Il y a eu une rupture importante, c'est Kissinger par rapport à Nixon et Mao. L'Amérique a basculé dans l'ouverture. La deuxième rupture, c'est 86, le grand sommet à Reykjavik entre Reagan et Gorbatchev pour limiter l'armement nucléaire. Ils ont négocié en effet les accords START qui sont remis à plat par Trump. Et la troisième rupture, c'est la chute du mur de Berlin. Alors c'est très important puisque je vous rejoins. Baker, la main sur le cœur, a bien dit à Gorbatchev, parole d'honneur, les pays de l'Est n'ont pas vocation à rentrer dans l'OTAN. Et malheureusement, Bush a fait rentrer, Bush fils. Moi, je pense qu'il a eu raison. A fait rentrer. Les États baltes n'étaient pas dans l'OTAN, excusez-moi, si les États baltes n'étaient pas dans l'OTAN, je ne suis pas sûr qu'ils seraient encore indépendants. Excusez-moi. Je pose la question finale. Alors, attendez. Ma question est la suivante. Dominique Villepin était là précédent pour l'inauguration. Est-ce que vous êtes pour l'axe Paris-Berlin, Moscou, y compris Pékin, puisque c'est l'orientation de Villepin pour compenser l'éclatement du multilatéralisme? Moi, franchement, je suis un pragmatique. Et donc, comme je l'ai dit, je ne crois pas aux axes. Je crois qu'il faut coopérer avec les pays. Il faut coopérer avec des pays. Mais quand vous parlez, excusez-moi, d'un axe, là, vous avez 3 pays qui ne veulent pas être ensemble. Ah oui. L'Allemagne ne veut pas avoir de politique de puissance, et l'Allemagne n'est certainement pas dans une logique d'affrontement vis-à-vis des États-Unis. Honnêtement, je ne vois pas. Et je peux vous dire en ce moment que la chancelière a dit au président de la République, un chancelier ne va pas contre l'industrie automobile. Vous voyez, donc je ne vois pas. Et la Russie, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Nous, on essaye de parler à la Russie depuis 3 ans. Encore faut-il que la Russie réponde. Honnêtement, l'annexion de la Crimée, c'est inacceptable. Et ce que fait la Russie en Ukraine, c'est inacceptable aussi. Des arrangements de négociation ont été
mis sur la table les accords de Minsk, et depuis maintenant des années, les Russes, et les Allemands et les Français essayent de négocier entre les Ukrainiens et les Russes. Honnêtement, un accord est assez facilement concevable. C'est une très large autonomie des régions de l'Est, en échange le départ des troupes russes. Eh bien là, on n'y est pas arrivé. Comme disent les Américains, pour danser le tango, il faut être deux, voyez. Et là, le problème, c'est que veut la Russie? C'est une vraie question. Il faut aussi qu'elle montre ses cartes pour qu'on voit si on peut avoir un compromis avec elle. Pour Stiglitz, si tu me permets, c'est intéressant parce que il se trouve que, parmi les conseillers économiques de Warren et de Sanders, vous avez des Français. Vous avez les professeurs Saez et le professeur Zuckman. C'est quand même intéressant de voir que des économistes de la gauche européenne, parce que ce sont des économistes de gauche, ce sont des élèves de Piketty, soient les conseillers de Sanders et de Warren. Ça, il y a 10 ans, c'était impossible. C'est un signe d'une gauchisation très claire en termes américains et aussi en termes européens, finalement, d'une gauchisation d'une partie de l'électorat américain. La dynamique au sein du Parti démocrate est une dynamique qui va vers la gauche. Et le problème de la gauche, c'est qu'ils sont deux, Sanders et Warren, et qu'ils sont deux. Mais à eux deux, ils font facilement 40% du parti. Donc, c'est aussi un des éléments de long terme. La droite va à droite, mais la gauche va aussi à gauche. Et c'est... Vous savez, vous n'avez pas posé la question, donc j'y réponds. Il y a une évolution très claire de la droite américaine qui est la trumpification de la droite américaine. La droite américaine était libre-échangiste, interventionniste et favorable à l'austérité budgétaire. La droite Trump fait exploser le déficit budgétaire, elle devient protectionniste, elle devient nationaliste et identitaire. Et ça, c'est quelque chose qui va durer. Et c'est intéressant parce qu'on voit que la même tentation existe dans les droites européennes. Donc il y a une évolution de l'ensemble du mouvement conservateur. Et la question que je pose, c'est, et à gauche? Est-ce qu'il y a quelque chose à gauche qui apparaît? Et pour le moment, la gauche européenne est amorphe, c'est une sorte de coma. Donc est-ce qu'il va y avoir une nouvelle gauche aux États-Unis? Et donc c'est pour ça que le débat mené par Warren en particulier, parce que Sanders, il est quand même dans sa tour, il campe impavide dans ses 20%, mais nul ne peut penser qu'il pourrait être un candidat et gagner des élections. Alors qu'Elizabeth Warren, elle, portait quelque chose. Alors le problème, c'est qu'elle était coincée entre les centristes et Sanders, et qu'elle a été écrasée entre les deux. Sanders résiste, et elle a été trop à gauche pour les centristes. Donc, mais peut-être elle peut rebondir éventuellement. Donc il y a une nouvelle pensée à gauche. Vous voyez bien, ce qui se passe transatlantique, c'est transatlantique. Le trumpisme, de nouveau j'insiste, c'est Brexit, c'est les gilets jaunes, c'est la Lega, c'est cette crise des sociétés occidentales. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe aux États-Unis pour voir ce qui peut se passer chez nous. Alors monsieur, vous avez la dernière question. Excusez-moi. Merci de votre participation. Je vous en prie. Deux questions en une sur l'énergie. Comment est-ce que vous voyez les tensions intra-européennes sur Nord Stream 2 avec la Russie? Et quel est votre avis sur on parle en ce moment des technologies à énergie quantique, dites aussi énergie libre, dans l'évolution des rapports internationaux? Vous avez 6 heures, ne les gâchez pas. On dirait qu'il voudrait une réponse un tout petit peu moins rapide que la précédente qu'il a posée. Je pense que c'est plutôt quand même des sujets que traite Bruno Tertrais. J'ai une théorie que j'apprenais à mes jeunes diplomates. Quand vous avez un problème comme ça, vous pratiquez le mistigris. C'est-à-dire qu'il faut immédiatement refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre en prenant l'air vraiment... Un jour, j'étais comme ça face à Nicolas Sarkozy qui, de sa manière habituelle, totalement charmante et civile, dit à son conseiller diplomatique qui était à côté de moi, lui dit « Mais pourquoi il n'est pas voté cette résolution ?» Et le conseiller diplomatique, que fait-il? Il se tourne vers moi d'un air interrogatif. Et là, j'ai dit « C'est un grand diplomate. » C'est un grand diplomate. Donc, la première question sur le Nord Stream 2,
on se retrouve exactement, en ce qui concerne les sanctions contre la Russie, on se retrouve face à cette puissance américaine qui, franchement, piétine les intérêts européens. C'est un cas, c'est un fait. Les sanctions, les dernières sanctions américaines, dites, je crois, c'est CATSA, les sanctions, ont été prises par le Congrès sans la moindre consultation des Européens. Alors que jusque-là, les sanctions qui avaient été prises, après l'Ukraine, la Crimée et l'Ukraine, c'était les Européens qui avaient pris les sanctions les premiers, et les Américains s'étaient alignés sur ces sanctions. Là, d'un seul coup, les Américains augmentent les sanctions, alors que le commerce européen est 11 fois le commerce américain avec la Russie, vu la proximité géographique. Et j'étais allé voir le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, le sénateur Corker, républicain, en lui disant « quand même, vous auriez pu nous consulter ». Et il avait eu cette réponse historique en me disant « mais ne vous inquiétez pas, monsieur l'ambassadeur, ce n'est pas contre les Européens, c'est contre Trump ». En réalité, la Russie est devenue, à Washington, un sujet de politique intérieure. C'est-à-dire les démocrates tapent sur les Russes parce que c'est une manière de taper sur Trump, puisqu'on soupçonne Trump d'être un agent russe, et du côté républicain, on tape sur les Russes pour montrer qu'on n'est pas un agent russe. Et donc on arrive à une situation totalement, qui est totalement incontrôlable, incontrôlée, qui n'a plus de rationalité, mais comme d'habitude, ce sont les Européens qui prennent les balles perdues. Je donne cet exemple, l'exemple Oleg Deripaska. Oleg Deripaska est certainement quelqu'un de très respectable. C'est un oligarque russe, milliardaire, naturellement, et il a été mis sous sanction. Manque de chance, le brave Oleg possède la seule usine d'alumine en Europe, qui est en Irlande. Et donc, cette sanction allait entraîner la fermeture de l'usine d'alumine et donc la fermeture de l'ensemble de l'industrie d'aluminium européenne. Rien que ça. Et alors, évidemment, les ambassadeurs européens, et notamment l'Irlandais, ont pris leur canne, leur chapeau, leur gants frais, en disant on va voir le Congrès adore l'Europe, les démocrates adorent l'Europe, et les démocrates n'avaient rien à faire de l'Europe. Ils étaient trop contents de taper sur les Russes. Alors finalement, on a réussi à trouver une solution en poussant Oleg Deripaska sous la table, et donc on a sauvé l'industrie d'aluminium. Mais ça, c'est aussi un exemple. On a en face de nous des Américains qui sont tellement pris, alors ça a toujours été le cas, les États-Unis sont un pays provincial, tourné sur lui-même, et donc lorsqu'il a des problèmes de politique intérieure, je ne suis pas sûr qu'en France ce ne soit pas la même chose, ils prennent évidemment le dessus par rapport aux problèmes de politique étrangère. Donc là, nous sommes dans une crise de politique intérieure où la Russie est devenue une sorte de symbole du trumpisme, et nous prenons les balles perdues. Et pour continuer sur Nord Stream, en plus, il y a un côté Trump. Parce que, après tout, vous pouvez dire, Trump, il n'a pas envie de sanctionner Nord Stream. Eh bien oui, il a envie, parce qu'il se dit que s'il n'y avait pas Nord Stream, eh bien, il vendrait le gaz américain. Et donc ils sont entrés dans cette logique de sanctions. Les Américains, et cela déjà sous Obama, sont en train de découvrir leur puissance, à quel point, par des sanctions, ils peuvent imposer leur volonté. Et de nouveau, si on avait leur puissance, on ferait de même. C'est pas que, voilà. Mais ils ont une puissance, en particulier financière, mais aussi économique, qui leur permet de faire la guerre sans faire la guerre. Par exemple, par rapport à l'Iran. Par rapport à l'Iran, tout le monde a aussitôt agité son sabre de bois. Mais voilà, ils ont dit simplement aux sociétés européennes, ils ont dit, vous avez le choix. Soit vous êtes sur le marché iranien, soit le marché américain. Voilà, c'est un choix. Les sociétés européennes ont hésité un quart de seconde. Il n'y a plus de société européenne, évidemment, en Iran. Total, 30% de son chiffre d'affaires est aux États-Unis. Même Total, voyez. Donc, et les Américains, donc, le dollar. Cette chose extraordinaire de découvrir que dès que vous achetez un croissant en dollars, ça veut dire que c'est une opération, même si vous faites ça au Soudan, c'est une opération américaine. Parce que le dollar, il y aura eu un bip sur un système quelque part. Et donc ensuite, on peut vous sanctionner parce que vous avez utilisé le dollar. Donc il y a toute une série de mesures, d'instruments de puissance, et les États-Unis l'utilisent. Et ils l'utilisent en particulier ils l'utilisent évidemment
en particulier face à la Russie sur les questions énergétiques. Voilà. Merci Gérard, merci d'avoir à la fois porté ta contribution à ce débat et ouvert aussi des portes. La fois prochaine, on aura Andrei Kortunov, donc on verra s'il y a un deuxième danseur de tango. On pourra l'interroger, vous pourrez l'interroger. Un très grand merci pour cette passionnante conférence.